Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour la conférence débat d'aujourd'hui. C'est une conférence débat qui est un peu particulière parce que nous on la veut une conférence débat qui va contribuer à écrire une petite page de notre histoire. Comme notre histoire, vous le savez bien, elle a toujours été écrite par des autres, par des étrangers, par des envahisseurs. Sont rares les nôtres qui ont écrit sur notre propre histoire, notamment quand il s'agit de la question qui nous tient à cœur, à savoir la question amazigh. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir parmi nous quelqu'un qui a contribué en 1949, 48-49, à ce que l'histoire a retenu comme crise berbériste, alors que nous, au Saint-Amazra, on appelle cette période une période où l'antiberbérisme a atteint son paroxysme au sein du mouvement national algérien. On a la chance d'avoir parmi nous Rachid Al Yahya, qui fait partie l'un des animateurs de ce groupe qui a été taxé, de berbériste antinationaliste, parce que c'est ce qu'il y a. Il nous expliquera plus les choses tout à l'heure. On a voulu revenir sur ces événements parce qu'ils sont très importants, ils sont précurseurs pour nous. On peut dire que c'est de là que la question amazigh a pris naissance, ne serait-ce que pour ce qui concerne la Kabylie. Mais on sait bien que ce qui s'est passé en Kabylie, il a eu des répercussions un peu partout en Afrique du Nord. S'il n'y a pas eu 49, peut-être qu'il n'y aurait pas eu 63, il n'y aurait pas eu 80, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé à travers l'Afrique du Nord sur la question amazigh. Donc, sans trop tarder, je vais laisser la parole à Rachid Al Yahya, à Darachid. Darachid aujourd'hui, il a 80 ans. On a vraiment une chance inouïe de l'avoir parmi nous, étant un témoin de ces événements de 49. Il est né à Borj-Mnaïm, en Kabylie. Il est originaire de la région de Taqa, du côté de Michelet. Très jeune, à l'âge de 14 ans, 15 ans, Darachid était sensibilisé au mouvement national algérien. Il était un militant, il fut un militant actif de ce mouvement. Très jeune aussi, à l'âge de 16 ans, je pense, ou 17 ans, il a été envoyé ici en France pour contribuer au redressement de la Fédération de France, chose qu'il a faite avec beaucoup de succès. Malheureusement, Darachid, bien sûr, il a fait partie du groupe qui a été traqué par des militants du FLN pour leur berbérisme. Après 62, je préfère dire 62, pas autre chose. Après 62, Darachid a eu sa licence en droit. Il s'est installé à Alger pour exercer le métier d'avocat au barreau d'Alger. Et très vite, pour des raisons politiques, il était contraint de partir, de s'exiler. Donc il est venu en France où il a exercé, il a pu exercer sa fonction. C'était pas évident pour lui, mais il a pu quand même pouvoir exercer son métier d'avocat jusqu'à sa retraite. Donc aujourd'hui, il est avocat honoraire au barreau de Paris, et il vit en région parisienne. Voilà, donc sans trop tarder, voilà, Darachid. Et ثاني ما قرأت يمد روح دورنا d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à votre invitation. Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de vous de me trouver dans l'impossibilité d'exposer ce qu'on attend de moi en langue berbère. Je ne maîtrise pas cette langue et je le regrette beaucoup. Je ne la maîtrise pas parce que j'ai beaucoup vécu en dehors de la Kabylie, j'ai beaucoup vécu ici en France et j'ai surtout manié la langue française, ce qui fait que c'est dans cette langue que je m'adresse à vous. Je remercie Nassil pour les éloges qu'il a fait de moi.
Ces éloges sont sans doute un petit peu excessifs. Il a retracé un petit peu la vie que j'ai menée, ma vie de militant. Il y a sans doute certaines inexactitudes, mais ce n'est pas ce qui est important dans l'ensemble. C'est un peu ça. Ce que m'a demandé Massil de vous exposer aujourd'hui, en priorité, parce que je ne voudrais pas que cela se limite à cela, c'est cette crise de 1949, comment elle a débuté, comment elle a fini, et aussi les développements qui, par la suite, sont intervenus dans le courant qui a été lancé à partir de cette période. On vous a dit que j'ai commencé à militer à partir de 14-15 ans, cela est exact. J'ai milité dans des conditions très très particulières à l'époque. Ce n'était pas dans le PPA, c'était plutôt dans les Amis du Manifeste et de la Liberté. Mais même indépendamment de cela, de manière assez personnelle. Et puis par la suite, je me suis retrouvé au sein du PPA et j'ai travaillé en tant que militant du PPA et j'ai développé les thèses du PPA. Et comme vous le savez, les thèses du PPA, ce ne sont pas des thèses qui sont celles que nous développons actuellement. Les thèses du PPA, c'était effectivement l'indépendance, c'est ce que nous recherchions tous, mais c'est aussi l'Algérie arabe, la culture arabo-islamique. Et tous, tant que nous sommes, y compris moi, y compris des amis dont je parlerai tout à l'heure, que l'on a un peu oublié et qui ne méritent pas de l'être, nous avons véhiculé de telles positions. Et puis, petit à petit, on a fini par prendre conscience que lutter pour l'indépendance était une bonne chose, c'était à retenir, mais que cela n'était pas suffisant. On a parlé d'Algérie arabe et on a commencé à s'interroger, est-ce que l'Algérie est vraiment arabe? On a parlé de culture arabo-islamique, on a fini par se poser des questions, et en fin de compte, à partir de ces interrogations multiples, une voie a fini par se dessiner devant nos yeux et nous l'avons empruntée. Alors, comment, un petit historique, comment personnellement j'ai été gagné totalement à ces idées, parce qu'en moi-même, je commençais à réfléchir et à me demander, à me poser des questions et à me dire, bon, Algérie arabe, etc., est-ce que c'est vraiment cela? Mais enfin, je n'avais pas une conscience claire de cette erreur. Et l'un de ceux qui vous a aidé à mieux comprendre ce problème, et on n'en parle pas assez, celui qui était le pivot central de ce mouvement, celui qui était au départ de ce mouvement, c'est Laïm Chadi. C'est un militant qui est de Tizi Rached, on ne parle pas beaucoup de lui et je le regrette énormément. Je pense que l'édifice qui s'est construit par la suite a été construit à partir des idées qu'il a lancées. Ce ne sont pas des idées qui sont très précises, ce sont des idées qui sont assez générales. Par la suite, nous y avons mis un contenu sans cesse plus précis, sans cesse plus clair, mais au départ, c'est lui. Je me souviens, il venait de temps à autre chez moi, à la maison, notre village. Vous avez parlé de Taka. En réalité, c'est le Mkharra, c'est une dépendance de Taka. C'est un des villages avec Arous, c'est un des villages les plus sûrs de Kabylie, d'Algérie, ce qui fait qu'ils venaient là-dedans, tout le monde savait qui ils étaient, hommes et femmes, et ils étaient tranquilles, il n'y avait pas de problème en ce qui concerne leur sécurité. Et lors d'un de leurs passages, le deuxième, le troisième ou le quatrième, je ne m'en souviens plus, on a abordé ce problème de la berbérité. Il y avait quelques idées générales qui avaient été abordées. Moi, je regardais j'écoutais avec une très grande curiosité. Je sentais que ça éveillait en moi une très grande... il sentait que ça réveillait en moi une très grande attention. Et effectivement, ça m'intéressait énormément. Mais en fin de compte, ils attendaient que je dise si j'étais d'accord ou si je n'étais pas d'accord. Les interlocuteurs, encore une fois, c'était Laïm Chadi. Et puis, son ami immédiat, je pense que ce sont deux êtres qui sont indissociables. C'est Siwali.
Bellaï Walia. Ce sont deux personnalités qu'il est impossible de dissocier. Il est excessif de dire que l'Aïmach est la tête et Siwali les bras. En réalité, les deux sont des têtes et sont des bras, mais enfin, la primauté appartient à l'Aïmach. Je me souviens, au terme de leur exposé, je leur ai posé la question suivante. Je leur ai dit, écoutez, ça fait 2, 3 ou 4 fois que l'on se voit, ces idées ont été effleurées, puis aujourd'hui elles sont débattues très franchement, mais vous n'avez jamais prononcé le nom de Majid. Majid à l'époque c'était Aïd Ahmed, et le nom de Wusqelmout c'était Omar Siddiq. C'était Omar Siddiq, il avait l'habitude d'avoir sur lui un burnous sale comme une palette, qui lui servait de tout et qu'il mettait souvent sur sa tête. C'était un clandestin. Alors on lui a donné ce pseudonyme et je lui ai dit, ils ne sont pas avec nous. Qu'est-ce que cela signifie? Je l'ai dit dans un de mes documents, je leur ai dit aujourd'hui. Eh bien, c'était Siwalian qui a entrepris de me répandre. Il avait rougi, il bégayait. Visiblement, il se perdait. Tout cela pourquoi? Tout simplement parce que il savait très bien que Aïd Ahmed était de Mandouar. Lui aussi, c'est une dépendance, le village d'Aïd Ahmed, une dépendance de Taqa. Ousdiq, c'est une relation également, qui était du douar voisin, on se connaissait bien. Et si je parle d'eux, c'est qu'il y avait quelques raisons. Alors, ce qui fait qu'il se disait, voilà, il nous pose des questions. Déjà, avec Bilaïd Mdri, on a eu ce problème. Et la position de Mdri, à cette époque-là, elle était négative. Et il s'est dit, voilà, s'il pose ces problèmes, c'est que vraiment, il y a un obstacle quasi insurmontable. Je me souviens de l'Aïmach qui l'a regardé un peu en souriant et qui lui a dit, et il a enchaîné, il a été catégorique dans ce qu'il disait. C'était clair, c'était net. En ce qui concerne Aïd Ahmed, il était hostile à 100% à l'opposition, qu'il ne fallait pas qu'il soit informé de l'existence de nos idées et surtout de notre entreprise, parce qu'il pouvait la signaler aux instances dirigeantes du PPA. Quant à Ousdiq, il n'ira pas jusque-là, mais il est en désaccord avec nous, il n'est pas avec nous. Il vaut mieux que tous les deux, ils ne soient pas informés. Les choses se sont passées exactement comme il les a prédit. Je me souviens, Cheikh Mohamed Al-Hussein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un marabout, un ancêtre d'Aïd Ahmed. Ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas tout à fait son ancêtre. Il était de notre douar, un ascendant moral considérable, vraiment considérable. De temps à autre, les gens venaient rendre visite à Sakouba. Les gens venaient travailler sans se faire payer, parfois sans manger, en menant avec eux leur manger. Les premières figues que nous cueillions, il ne fallait pas qu'on les mange avant d'apporter les premiers paniers à Cheikh Mohamed. Il avait vraiment un ascendant considérable. Je dois vous préciser que mon père, qui est un instituteur, qui est assez émancipé dans bien des domaines, mais il ne fallait jamais lui dire du mal de Cheikh Mohamed Al-Hussein. Il avait un respect pour lui qui était considérable. Alors j'ai posé la question, je lui ai dit, Cheikh Mohamed Al-Hussein. La réponse a fusé, c'est un féodal. Il a mis à profit l'autorité qu'il avait sur les gens pour s'enrichir considérablement. Et j'ai vérifié par la suite, c'est un fait, mais eux-mêmes m'ont donné quelques précisions, mais je les ai vérifiées par la suite. Les gens de son vivant allaient lui rendre visite, et lorsqu'ils avaient des terres surtout intéressantes, surtout lorsqu'elles étaient à proximité des siennes, bien, il voulait se les accaparer, et les autres se pliaient à sa volonté. Il fallait voir comment étaient les gens à cette époque. Et il leur disait, qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez avoir des problèmes parce que si une de leurs bêtes pouvait passer dans sa terre, elle pouvait mourir. Eux-mêmes pouvaient avoir quelque chose qui leur tombe sur la tête. Et
il se laissait impressionner. Alors, est-ce que ce ne serait pas bien que vous en défaisiez en ma faveur? Oui, si tu le veux bien. Alors, les choses la plupart des gens avaient un si grand respect pour lui qu'ils disent Dhureoun. Donc, ils prenaient les biens pour rien. Ou alors, lorsqu'il dit Rimen, c'était vraiment très peu de choses. Et l'un des plus grands féodaux de la Grande Kabylie, c'est précisément lui. J'ai vu quelqu'un qui l'a appelé plusieurs fois. Il avait de très belles terres, des terres de figuier, d'olivier, et il voulait s'accaparer de ses biens. Il l'avait plusieurs fois convoqué chez lui, il n'a jamais voulu se rendre chez lui. Je l'ai rencontré avec un de ses petits-fils, on lui a posé la question, et on lui a dit, il paraît que Cheikh Mohamed a demandé à te voir, tu n'as pas voulu, il nous a jamais donné une réponse, il nous a toujours finalement, il nous a fait comprendre que moi je tiens à mes terres aussi. Voilà. Le deuxième élément, en ce qui concerne Cheikh Mohamed, ils m'ont précisé, et après évidemment j'ai vérifié, qu'il appartenait à la tariqa de Cheikh Haddad, la tariqa de Rahmaniya. C'était lui qui l'a représenté dans notre région. À l'appel de Cheikh Haddad, tout le monde était rentré dans la voie de l'insurrection. Un seul n'est pas rentré dans la voie de l'insurrection, c'était lui. Un seul, c'était lui. Et lorsqu'on venait quand même lui rendre visite, parce qu'encore une fois, les gens avaient un immense respect pour lui, ça c'est de la bouche de Siwali et de la bouche de choses, mais par la suite ça m'a été confirmé, de la poste de l'Aïmèche. Il y avait des maquisards, des patriotes qui allaient lutter à Front National. L'armée française s'était barricadée à Front National, et il leur a posé la question, qu'est-ce que vous faites? Des propos décourageants. Tout cela pour me préciser qu'il ne faut pas se laisser aller à des considérations d'autorité, qu'il s'agisse de la part de Cheikh Mohamed, de ceux qui prétendent d'être de sa lignée, ou de tel ou tel que tu connais, qui sont un peu plus âgés que toi, que tu connais, qu'il s'agisse d'Ahmed ou qu'il s'agisse d'Ousdiq. Voilà. Je tenais à vous apporter ces petites précisions. Et puis, on a commencé à contacter d'autres personnes, certains des responsables même du PPA, avec qui nous avions contact. Siwali, c'était le principal responsable, et l'Aïmèche était à côté. Une petite précision. Assez rapidement, au départ, lorsque l'Aïmèche a pris la direction, après Halit, du district de Tizi Ouzou, eh bien, on a voulu, à partir d'un certain moment, lorsque des contestations ont commencé à fuser de la part de la Kabylie, on a voulu se débarrasser de Siwali. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Dans le passé, tout le monde se soumettait à ce que l'on disait, un autoritarisme qui n'était jamais mis en échec, et voilà que depuis quelque temps, depuis que précisément ces gens-là se sont retrouvés en Kabylie, il y a des problèmes. C'était à l'époque l'un des moins connus, l'un des moins surveillés. Quoique recherché, c'était Hamsilou qui prenait contact avec la direction. Et puis un jour, l'un des responsables de la direction, que je connais très bien, Azour, qui avait une gargote non loin du square, il était venu pour les féliciter de ce qu'ils font, etc. Il les a accompagnés dans certaines réunions. Ils avaient vu que les choses se passaient normalement, qu'il n'y avait aucune dissension particulière, mais qu'ils discutaient simplement. C'était leur droit quand même de discuter, lorsque ça va mal, de dire que ça va mal, et de faire des propositions éventuellement. C'est ce qu'ils ont fait. Mais enfin, ça leur déplaisait. À la fin, avant qu'ils ne s'en aillent, il leur a dit, voilà... la direction vous félicite, mais il a chargé Hamid d'être le dirigeant de ce district. Le soulèvement a été général, et Hamid, qui s'était tué un moment, a fini lui-même par dire qu'il n'en voulait pas, etc., etc. Mais enfin, déjà, il y avait une tentative. On considérait que le tandem Siwali
l'AIMEJ était un tandem dangereux pour la direction et qui, s'il était possible de limiter avant qu'il ne s'enracine, ça aurait été une excellente chose. Bon, nous continuons à faire des contacts avec nos amis, certains avec succès, d'autres pas simplement au sein du PPA, mais également en dehors, des sympathisants du mouvement national. Nous avions quelques sympathies. C'était un début quand même, il ne faut pas l'oublier. Et puis je me souviens, l'AIMEJ était venu avec Siwali chez moi un jour, il était très fatigué, il était resté chez nous, il était rétabli. Je me permets d'insister autour de l'AIMEJ et de Siwali parce que ce sont des personnalités qu'il ne faut pas oublier. On ne les a pas honorées et c'est un très grand tort parce que ce sont eux qui sont à la base de ce courant. Ainsi que tu l'as dit toi-même, Massé. Il s'était rétabli, donc l'AIMEJ s'était rétabli, et puis il fallait se disperser pour faire chacun son travail. C'était chez moi. J'ai considéré que l'AIMEJ n'était pas totalement rétabli, il avait repris quelques forces, mais ce n'était pas tout à fait ça. Je lui ai dit, écoute, l'AIMEJ, toi tu restes. Nous, on va aller faire le travail. Tu as besoin encore de te reposer un peu. Tu as le temps de reprendre ta tâche. Pour l'instant, ce que tu dois faire, nous le ferons nous-mêmes. Il a dit non. Je me souviens, je l'ai déjà dit, mais c'est le mot que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu ne te prends pas pour quelqu'un d'indispensable. Il m'a regardé, il a souri. Il est parti. Est-ce 8 jours, est-ce 10 jours, est-ce 12 jours? En tous les cas, pas plus de 12 jours. Le responsable de l'organisation de Michelet, c'était Blaïd Ait Medri. On dit souvent que c'est un de nos partisans. Il n'a pas été un de nos partisans. C'est un de ceux à qui nous avons parlé. Ayant appris que chose n'était pas avec nous, que Ait Hamid n'était pas avec nous, il n'a pas voulu être des nôtres. Mais enfin, il a dit, je ne ferai rien contre vous. Et s'il y a quelque chose qui se produit, je me retire, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, c'est un honnête homme. Il a fait des séjours dans mes notes autobiographiques, j'ai parlé de lui dans des conditions qui sont très particulières. C'est un homme très estimable. Donc, c'est lui qui m'a prévenu, il m'a dit, écoute, l'AIMEJ est mort, ben, on va y aller à Tizi Rachel. On a été. L'AIMEJ est donc mort. Et pour nous, c'était un problème. Parce que nous n'étions pas bien préparés pour continuer la tâche que nous nous sommes fixée. L'AIMEJ, quoique jeune, il était préparé. Il a énormément lu, il a énormément réfléchi. Il avait le temps de réfléchir, surtout depuis qu'il avait le maquis. Tandis qu'en ce qui nous concerne, nous n'avions pas énormément réfléchi. Notre formation était très, très, très incomplète. On ne peut pas dire que c'est le doigt lire. Il sentait les choses, mais on ne peut pas dire quand même, malgré le fait qu'il était constamment avec l'AIMEJ, on ne peut pas dire qu'il était à même d'assurer la suite comme du vivant de l'AIMEJ. C'était une perte pour nous, une très grande perte pour nous. J'ai dit qu'on s'est senti orphelin, c'est vrai, on s'est senti orphelin. Il nous manquait énormément. On a continué à travailler. On a répandu nos idées autant qu'on puisse le faire auprès de certains responsables, auprès de certains militants, en dehors de l'organisation. À partir d'un certain moment, j'ai posé moi-même la question à Siwali et à Ammar. Je lui ai dit, écoute, la direction va finir par le savoir, dans le temps que nous n'étions qu'une poignée de rien du tout, le secret pouvait être gardé, mais maintenant ils ne peuvent ne pas l'apprendre. Quelqu'un finira par les mettre au courant. Quelqu'un finira par les mettre au courant. Je lui ai dit que certains responsables qui ne sont pas d'accord avec nous et qui sont à même de se renseigner, peut-être y a-t-il lieu de faire quelque chose. Je lui ai dit, écoute, il faudra essayer de faire en sorte que ces éléments-là aillent peut-être prendre des responsabilités ailleurs. J'ai dit à Siwali, tu as une autorité très grande, tu es le responsable du district de Kabylie, tu as des rapports avec la direction, tu dépends avec la direction, peut-être qu'il faut essayer de faire quelque chose.
Et c'est ainsi que la décision a été prise de faire partir de Kabylie Aït Hamed. Alors, Aït Hamed a souvent dit que c'est parce qu'il avait des qualités très particulières qu'il avait avancé de la hiérarchie du PPA. En réalité, c'est parce qu'en Kabylie, on a considéré qu'il pouvait nuire. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, le rétrograder, ce n'est pas une chose qui était possible, puisqu'il avait quand même des responsabilités, mais ça ne pouvait qu'être en avançant dans la hiérarchie de la direction du parti. Et la direction du parti ne nous intéressait pas à l'époque. Ce qui nous intéressait, c'était répondre nos idées. On l'a fait donc pour Aït Hamed, c'était le premier. On l'a fait par la suite. On l'a fait par la suite pour Omar Wasqalmout. Omar Siddiq. On l'a fait également pour lui. Ils ont demandé un responsable. Là, c'est la direction qui a demandé un responsable pour Alger. Un responsable pour Alger. On a sauté l'occasion, il n'y a qu'à le renvoyer pour Wasqalmout. Ça sera très bien. Il est parti effectivement. Il nous a surpris souvent. L'un de nos moyens pour répondre nos idées, par exemple à Alger, c'était lorsqu'on se retrouvait 4, 5, 10, parfois beaucoup plus que ça. Il était interdit de parler ni en français ni en arabe. Il fallait parler uniquement en berbère. Alors, si quelqu'un, en parlant, dit un mot en arabe ou dit un mot en français, il peut y tourner. Sauf nous, étudiants, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas payer. Il y avait un de mes amis à Mahis, un homme de qualité, malheureusement. Il a quitté l'organisation assez rapidement. Il y avait également Oubouzar. Oubouzar, lui, il n'était pas au lycée, il fréquentait un enseignement arabo-musulman au-dessus du grand lycée d'Alger. Sidi Abdelrahman. Qui était également nos amis. Nous, on ne pouvait pas payer, mais pour les autres, il devait payer. Je me souviens, il nous a surpris 2 ou 3 fois, il a rougi, c'est-à-dire qu'il nous a rougi, il a fait mouvoir sa tête de droite à gauche, mais il ne nous a fait aucun reproche, mais il savait ce qu'on faisait, en tous les cas, il ne nous a pas vendu. Tout ce qu'a dit l'AMH au départ s'est vérifié. Bon, on a continué à travailler. Moi, je faisais des études, je travaillais à l'extérieur, mes vacances étaient consacrées à aller aider un responsable dans tel ou tel endroit. Pour les élections à l'Assemblée algérienne de 47 ou 48, je me souviens de 48, bon, j'étais l'orateur désigné pour une certaine région de Kabylie. Il m'a été donné d'intervenir avec Farhat Ali, qui est de Tizi Rachid, un homme tout à fait pittoresque. Et puis, on m'a recherché pour les discours que j'avais prononcés. Et j'étais à l'approche de mon 2e bac de l'examen. Alors, ils ont décidé de m'arrêter. Ils n'ont pas pensé à moi, j'étais tellement petit qu'on me méprisait. Alors ils ont été voir un de mes frères qui était un peu plus âgé, un peu plus grand que moi, Saïd, le pharmacien, ils l'ont arrêté. Il n'a pas dit que ce n'était pas lui. Et lorsqu'ils l'ont mis à Tizi Ouzou, il a dit à tout le monde, parce qu'il ne le connaissait pas, il a dit à tout le monde, ne dites rien, laissez-le passer d'abord son bac, après je dirai que ce n'est pas moi. Et c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai pu passer le 2e bac alors que j'étais recherché. Bon. Il y a eu l'événement de Aros. L'événement de Aros, il y a eu une réunion à Aros. À cette réunion, je m'excuse de le dire, mais j'ai été pour quelque chose. J'ai dit à Siwali et à Ammar, notamment à Siwali qui était le plus influent, je lui ai dit, écoute, nos idées ne sont pas bien comprises. Il y a des couleurs différentes qui se manifestent dans ce courant. Ça peut conduire à des incompréhensions. Il faut peut-être préciser autant que possible les choses pour éviter que plus tard les choses ne dérapent. Bon, ça a pesé et on a décidé de faire une réunion à Aros. Étaient invités des gens qui étaient fortement gagnés à nos idées, mais des éléments qui étaient à la marge. Ce ne sont pas des gens qui étaient des éléments fondateurs, ce ne sont pas des gens qui étaient des piliers de l'organisation. Je vais vous citer
Un nom, c'est le nom d'Aït Amran. Aït Amran a été un berbériste de manière constante, mais Aït Amran, chaque fois qu'il y avait des difficultés, on ne le voyait jamais. Il n'a jamais fait partie du noyau dirigeant de ce mouvement, comme on le sait. Il a énormément parlé de sa personne et un temps on a considéré que c'était le fondateur de ce courant. C'est absolument inexact. Incontestablement, c'était un berbériste un peu chancelant, un berbériste qui n'est pas là dans les moments difficiles. C'est ainsi, par exemple, que lors de l'insurrection qui était prévue après mai 1945, eh bien, on a fait appel aux responsables du lycée, et il était au lycée lui-même, pour rejoindre l'intérieur et assumer la direction de l'insurrection. Les autres sont partis, mais lui n'est pas parti. Il n'est pas parti, et chaque fois qu'il y a des difficultés, il n'est jamais là. À Aros, il était à la marge, mais on a considéré qu'on devait l'appeler. Il y avait également Hajares, qu'on avait appelé, d'autres qu'on n'a pas appelé. Il y avait un gars de Tizi Rached, son nom est venu il y a un instant, il m'échappe. Je vous demanderai de m'excuser de ce point de vue, ma mémoire est défaillante en ce qui concerne les noms et les chiffres, et c'est important, mais j'espère qu'il reviendra parce que c'est quelqu'un que j'ai en très grande estime. Lui aussi, il était à la marge. Au niveau de la culture, il n'était pas moins intéressant, loin de là, que Aït Amran. Il a fait lui-même des poésies, il a fait lui-même des chansons, mais c'était la modestie incarnée. Il n'a jamais essayé de se faire valoir, et alors que d'autres se baladaient sur des planches et chantaient ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, lui, il a continué son travail de militant de manière très très modeste. J'aurais même souvenir de son nom. J'espère qu'il me reviendra parce qu'il mérite de ne pas être oublié. Il est mort dans un accident de la circulation. Bon, c'était une précision qui est utile. Il y a eu dans cette réunion de Aros, il y a un problème qui s'était posé. C'est le problème de la définition de la base de notre mouvement. Sur quelle base doit-on agir? Qu'est l'Algérie? Comment doit-on définir l'Algérie? C'est moi qui ai été chargé, chargé de rapporter. J'ai étudié la question, j'avais passé mon bac, donc j'ai consacré mon temps à faire ce travail, et on s'est retrouvé à Alger. Je crois que c'est aux choses des étudiants, au restaurant des étudiants algériens. On s'est retrouvé, mais alors là, il n'y avait que des militants, que ceux qui pouvaient vraiment participer, et j'avais rapporté la thèse que j'avais élaborée. La doctrine que j'avais élaborée reposait sur la base suivante, sur la base de l'Algérie algérienne. Il y a eu un débat assez sérieux. Finalement, il a fait l'unanimité et nous avons décidé de travailler sur la base de l'Algérie algérienne, avec évidemment, sur le plan de la culture, la renaissance de la culture algérienne telle qu'elle est réellement et non telle qu'on la présente. Comment dirais-je, inondé, étouffé par la culture arabo-islamique. Et au niveau de la langue, on a parlé de la langue berbère et de l'arabe algérien. On avait parlé de la nécessité de promouvoir ces deux langues, la langue berbère étant la langue de la communauté berbérophone, l'arabe algérien étant la langue de la communauté berbère arabophone. Il y avait un problème. Qui sommes-nous? Et c'est là que, cette base d'Algérie algérienne, j'ai parlé, et ça a été admis, de tous les Algériens sans les berbères. Il n'y a pas d'arabe. À l'époque, il y avait des Français, il est vrai, mais on les considérait comme n'étant pas en réalité d'authentiques Algériens. C'est un problème à part. Est-ce que nous avions raison, est-ce que nous n'avions pas raison, historiquement parlant et théoriquement parlant? C'est un autre problème. Mais enfin, on partait avec cette idée. Nous sommes tous des berbères. Il y a donc des berbères berbérophones et des berbères arabophones. Et l'Algérie algérienne nous réunissait. À l'époque, on ne parlait pas de langue nationale. Il ne faut pas oublier que nous étions jeunes. Nous étions vraiment jeunes. Nous n'étions pas si cultivés que cela. Actuellement, vous aviez de très grandes possibilités au niveau de la culture, mais à l'époque, vous savez, qu'est-ce qu'on recherchait? C'était passer nos examens, un point, c'est tout. Ceux d'entre nous qui pouvaient se cultiver
Sérieusement, ils n'étaient pas nombreux. C'était des gens que l'on pouvait compter dans les doigts d'une main, et encore, et encore. Bon, on parlait donc, lorsqu'on parle de la langue berbère et de l'arabe algérien, eh bien, on parlait de langue maternelle, on parlait de langue populaire. Voilà, c'est des termes de ce genre qu'on utilisait. Le terme de langue nationale, vraiment nationale, c'est par la suite. C'est par la suite que nous y avons réfléchi. J'étais resté quelque temps. À ce moment-là, je travaillais avec Siwali et avec Ammar. Concrètement, je me trouvais souvent avec Ammar. Ammar qui est un homme infatigable. Un homme infatigable. Je me souviens, on est venu d'Alger. On a pu prendre un car ou une voiture, je ne me souviens plus. On était recherchés tous les deux. On s'est arrêté à Mekla. De Mekla, il y a peut-être des gens qui sont de cette région. Parce qu'il y avait Chara qui était l'un des responsables de la région. Il fallait lui laisser des documents. De là, on est parti à Azazga. D'Azazga, on est parti chez moi. Il faut voir, hein, c'est effrayant. Arrivé chez moi, on voulait boire. C'était le carême. On voulait boire. Alors on dit à une de mes sœurs, on lui a dit, apporte-nous de l'eau, on va se laver. Elle a compris qu'on voulait boire, qu'on ne pouvait pas tenir. Je pense que la religion pouvait l'autoriser. Mais enfin, passons. Ma sœur n'avait trouvé rien à redire, elle est descendue, elle a puisé de l'eau, et puis ma mère l'a vue, elle lui a interdit. Elle s'y est opposée. Non. Et on est passé par Michelet et on a été jusqu'au village on est arrivé vers les 10 heures de la nuit, sans manger, sans boire. Et c'est un homme qui travaille comme ça. Je me souviens infatigable, vraiment infatigable, l'esprit de sacrifice. Mais je crois que c'est je travaillerai avec n'importe qui, mais pas avec ce chameau. Ce qu'il fait aujourd'hui, il est capable de le faire demain, il est capable de le faire après-demain, moi je ne le suivrai pas. L'esprit de sacrifice qui anime ces gens-là, comme vous le savez. Bon, et puis, quelques temps après, la fin des vacances approchant, Siwalia est venu me voir pour me dire, écoute Rachid, les responsables de la Fédération de France ont pour la plupart été arrêtés, ils étaient venus les uns pour se présenter à l'Assemblée algérienne, les autres pour intervenir dans les meetings à l'Assemblée algérienne, ils sont arrêtés, il manque de cadres, ce serait bien que tu y ailles. On a décidé, j'ai discuté avec les dirigeants du parti, ils ont besoin de toi, tu vas y aller. Bon, ça me peinait, j'aurais aimé rester quand même en Algérie, mais enfin, c'était la décision qui a été prise. Je suis donc venu, ils m'ont fait des papiers, je ne me souviens plus quel nom j'avais à l'époque, et je suis venu à Paris. Arrivé à Paris, à la direction de Paris, il y avait Abdallah Filali. Pour l'instant, les noms me viennent, j'espère que je les retrouverai. Abdallah Filali, bon, il m'a reçu tout en me regardant, en me jaugeant. Mais au départ, je n'avais absolument rien compris. Et puis, quelques temps après, je m'aperçois qu'il ne me confiait absolument rien. Il me demandait absolument rien. Une ou deux fois, il m'a envoyé à l'intérieur dans la province, mais enfin, un point et c'est tout. Et un jour, je lui ai dit, écoute, si je suis venu, c'est pour travailler, ce n'est pas pour autre chose. J'ai vu qu'il ne voulait pas, et j'ai contacté un certain nombre de personnes, ils m'ont dit, la fédération est à plat. Les étudiants sont tous partis. Ils ne veulent plus travailler avec lui. Les uns, il les a chassés, d'ailleurs, d'autres ne veulent pas travailler avec lui. Les responsables des ouvriers, les instruits, mais très élémentairement, les autres pas instruits du tout, mais qui étaient des militants de valeur, les militants d'expérience, il les a chassés. Il a gardé que quelques béni-oui-oui. En fin de compte, la fédération s'est étiolée. Alors j'ai décidé de faire un tour, j'avais quelques relations, je me suis en rapport avec elle, et là ils m'ont demandé, écoute Rachid, je crois qu'il faut essayer de bouger parce que ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Cet homme a mis de côté tout le monde. Il faudrait
un mouvement de renaissance de cette fédération. Ils ont exercé des pressions sur le roi et je l'ai entrepris. Je savais très bien que je m'attirais ses foudres, et ce n'est pas un homme commode, mais enfin, permettez-moi de le dire que lorsque je prends une décision, eh bien la décision est prise, je ne recule pas. J'ai, dans la discrétion, un moment, pris contact avec toute une série de responsables chassés du mouvement. Je les ai fait revenir, j'ai pris contact avec des étudiants, je les ai fait revenir. Très peu d'intellectuels, j'ai pris contact avec eux. Il y a par exemple Mohamed Sherif Sahleh, qu'on oublie un peu, il a écrit quand même un ouvrage sur Jugurtha, que j'ai contacté, que j'ai fait revenir. Il y avait, comment il s'appelle, Mustafa Al-Ashraf, qui était du nombre que j'avais fait revenir. Celui qui est devenu secrétaire général, comment il s'appelle, il est devenu un personnage important, il a fait... Ben Habiles, c'est ça. Ben Habiles, je l'ai fait revenir. Enfin, j'ai fait revenir autant de personnes que possible. Les gens qui peuvent réfléchir, il les a chassés. Il y avait, je me souviens, parmi les gens du peuple, les gens qui sont expérimentés, qui ont un esprit de responsabilité, il y avait l'un d'entre eux qui est devenu un de mes adjoints, Sibouzid, qui n'était instruit ni en français ni en arabe. Mais il était d'une éloquence étonnante, surtout en arabe. D'une éloquence étonnante. Il se trouve que Abdallah Filali est un bon orateur, lui aussi en arabe. Mais en l'écoutant, il a compris que c'était un concurrent pour lui, qu'il pouvait même le dépasser. Il a fait qu'il l'a chassé du parti uniquement à cause de ça. Il s'est entouré de qui? Il s'est entouré d'étudiants tunisiens. J'ai les noms quelque part ici, j'ai pris, c'est pas utile que, si vous voulez que je vous les dise, je vais essayer de les retrouver, mais ce n'est pas important. L'un d'entre eux a fait des études de lettres, des études très intéressantes de lettres d'ailleurs, il avait incontestablement des connaissances sérieuses, mais c'était un homme qui avait peu d'argent, il pouvait l'aider, et c'était un homme qui n'avait pas de caractère, et puis c'était un Tunisien, il ne va pas faire la loi en Algérie, c'est quelqu'un obéissant comme on ne pouvait pas l'être. Il y avait également, c'est Giga, ça me revient. Et il y avait également un autre, j'ai oublié son nom, c'était avec eux qu'il faisait le journal. J'ai assisté à une réunion. Il était sur son lit, étendu sur son lit, les bras comme ça, il les écoute lire leurs articles de manière révérentielle, et soudainement, il les arrête, change-moi ce mot-là. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait compris. Et les autres, bien sûr, oui, d'accord, on va changer ce mot. Voilà l'homme qui dirigeait la Fédération de France du PPA, un autocrate, un pacha, un véritable pacha. Bon. J'ai donc décidé, avec un certain nombre d'amis, de nous mettre en mouvement, et on l'a bousculé. On a bousculé. Le problème s'était posé, j'ai rassemblé la majeure partie des gens derrière moi, et on lui a dit, écoute, on réorganise la fédération. Alors le problème, nous on avait posé le problème d'un congrès, eux ils ne voulaient pas de congrès, on s'est entendu sur une convention. Bon. C'est un jeu de mots, mais enfin, de toutes les manières, on ne pouvait pas débattre d'idées vraiment, de doctrine. Mais enfin, moi, ce que je recherchais à l'époque, c'est de mettre des gens compétents à la tête de la fédération. Compétents, pas simplement parce qu'ils sont des intellectuels, des étudiants ou autres, mais compétents parce que ce sont des gens qui sont responsables et ce sont des gens qui ont de l'expérience. Permettez-moi de vous dire que dans le choix des responsables que j'ai avancés, je n'ai fait aucune différence entre les berbérophones et les arabophones. Absolument aucune différence. Je n'ai fait aucune différence entre les intellectuels et les non-intellectuels. Chacun dans sa partie, simplement chacun dans sa partie. On a fait un congrès, ça a été un succès. On a élu une direction. L'organisation, c'était moi qui l'avais prise. Et j'avais désigné quelqu'un qui était un Algérois, qui faisait des études dentaires, pour diriger le journal, pour diriger le journal. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, c'est surtout cela. Mais c'est vous dire que j'ai fait en sorte que les compétences se retrouvent à la tête de la fédération. Ça ne veut pas dire quand même que j'avais mis de côté les idées que je défendais. Ce n'est pas dans le cadre du parti qu'on en parlait, c'est en dehors de ce cadre
qu'on en parlait. On discutait, on débattait, qu'est-ce que c'est que l'Algérie? L'Algérie est-elle arabe, n'est-elle pas arabe? Quelle est notre culture? Quelles sont les langues, etc., etc. Bon, finalement, les idées se répandaient. Évidemment, ils ne pouvaient que l'apprendre. Ils ne pouvaient que l'apprendre. Alors, on a souvent dit que, surtout Ahmed, a dit que les choses ont commencé ici en France. C'est faux. Elles ont commencé en réalité en Algérie. C'est un peu décousu tout ce que je suis en train de vous dire, mais ça ne peut pas ne pas l'être parce que je n'ai pas fait de préparation. Ce n'est pas un exposé ex cathedra que je voulais vous faire. J'espère que tout à l'heure vous allez poser des questions et qu'un débat peut s'ouvrir, et ça sera plus intéressant d'ailleurs. Où j'en étais, qu'est-ce que je viens de dire? Donc c'était l'organisation de la fédération, tu finis là. Donc, non, le point précis, je m'excuse, ça m'arrive souvent ça. Oui, tu disais que Ahmed disait que ça commence en France, mais arrêtez les mots. Oui, alors, avant que je ne quitte Alger, j'ai appris, et j'en ai informé Siwali, qu'on cherchait à le dégager de sa responsabilité de la Kabylie. Sil Djilani, vous connaissez tous le militant Sil Djilani, un vieux militant de l'étoile nord-africaine, également du PPA, qui était venu en Algérie s'établir. Il était ailleurs. On le voyait souvent avec un de mes amis, Amhis, on le voyait tous les dimanches et parfois le jeudi. On discutait très librement avec lui. Lorsque Messali était revenu de Madagascar, je pense que c'est de Madagascar, je ne m'en souviens plus, enfin, lorsqu'il était rentré à Bouzaria, à Alger, il le voyait, il mentait le voir. Dois-je vous apporter une petite précision? Messali a dit, parce que lorsqu'il rentre, on fouillait tout le monde, pour les gens, même les militants qui venaient voir Messali, il leur a dit de ne pas le fouiller. Dois-je vous le dire? Vous voulez que je vous le dise? Ben oui. Bon, il leur a dit, laissez-le lui rentrer. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va, il prend une bouteille de vin dans sa poche, et il rentre avec sa bouteille de vin. Pour qui? Vous savez bien pour qui c'est. C'est vous dire qu'on se fait passer pour des religieux, pour de grands religieux, alors qu'en réalité on est loin de l'être. Ça, c'est le Djilani qui me l'a dit. Alors un jour, le Djilani m'a dit, avec mon ami Amhis, il m'a dit, écoute, il m'a demandé, mais Sali, qu'est-ce que tu penses de Siwali? Est-ce qu'il est si assis que cela? Il nous pose des problèmes. Il m'a dit, je lui ai dit, n'y touche pas. C'est difficile pour toi. Je l'ai dit à Siwali. Quelque temps avant que je ne quitte, avant que je ne quitte l'Algérie, j'ai rencontré quelqu'un qui est de Fort National. Vous me permettez de regarder si je le retrouve. C'est le Hanafi. Fernand, c'est le Hanafi Fernand. Voilà. J'ai rencontré Fernand qui travaillait sous les ordres de Siwali. Il m'a pris à part et il m'a dit ceci. Il y a la direction qui s'est mise en rapport avec moi. Je dis pourquoi? Je dis la direction c'est Siwali. S'il y a quelque chose, il me dit non, c'est plus sérieux que ça. Je dis qu'est-ce que c'est? Ils m'ont demandé si je pouvais prendre sa place, si j'acceptais de prendre sa place. Donc avant que je ne quitte l'Algérie, c'était dans leur plan, c'était déjà dans leur plan de faire tout pour faire partir Siwali de son poste de direction. J'en ai informé Siwali qui a souri. Puis je suis venu ici en France, donc on faisait notre travail. Il y avait cette convention-là. Je me souviens des grands ténors du PPA étaient venus, et moi j'étais seul, et j'étais jeune à l'époque, qui leur répondaient sans montrer qui nous étions, très franchement, qui j'étais au niveau des idées, de ce que je voulais dans ce domaine. Mais enfin, et par la suite, Messali était du nombre.
Mais la plupart étaient vraiment venus des responsables. C'était Mzrna, c'était Khedar, c'était par la suite Messali. Messali était venu me voir plusieurs fois lorsqu'il y avait ces débats, lorsqu'ils devenaient difficiles. Il a demandé à me voir de toutes les manières s'il devait prendre avec quelqu'un à la fédération, en dehors de Filali qu'il voyait en cachette, puisque j'étais le principal responsable, ça ne pouvait être que moi. Il a demandé à me voir, puis on avait des débats avec lui sérieux, très sérieux. On leur dit on veut cette convention, on veut discuter, on veut une réorganisation de la fédération est à plat, on veut mettre des gens compétents, des gens honnêtes, et il a chassé ces gens-là. Bon, il m'a pris à part et il m'a dit écoute Rachid, je te comprends, mais enfin, peut-être que tu serais plus rentable au bureau politique du PPA. J'ai dit, il n'y a aucune raison pour que je sois du bureau politique. Vous avez votre organisation. Moi, je suis à Paris, et puis je suis jeune, je fais mon travail à Paris, un point, c'est tout. Mais enfin, il a usé plusieurs fois sur ce thème pour essayer de me corrompre et de me faire revenir sur mes positions. Mais enfin, j'ai tenu. J'ai donc réorganisé, comme je vous disais, la Fédération de France. Un jour, on s'entendait plus ou moins, on se revoyait à la rue Omer, les gens qui venaient les responsables qui venaient d'Alger. Il y avait Khedar, il y avait de Marla Atrous, il y avait Mzrana, il y avait le docteur Chouki, il y avait Faroukhia, ils étaient nombreux. Un jour, je finissais mon travail, je suis venu à ce restaurant de la rue Omer, j'ai trouvé Khedar. Khedar s'est levé, j'ai été vers lui, on s'est embrassé parce qu'on s'embrasse. Et il m'a dit, Siwali a été arrêté. Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit par la suite, parce que c'est vraiment méchant. J'étais ébranlé. Ce qu'il m'a dit par la suite ne me plaisait pas, et puis je considérais que c'était impossible. Mais j'ai essayé de me montrer serein. Mais je sentais la joie dans ses yeux qu'il ait été arrêté. Et effectivement, j'ai appris par la suite qu'il a été arrêté. Quelque temps après, on a arrêté d'autres. Comme par hasard, dans le passé, on ne les arrêtait pas. Et bien là, les uns après les autres, on a considéré que tous les responsables de Kabylie étaient des berbéristes. Amar al-Hamouda, il était intime avec Siwali, donc il ne peut pas ne pas être berbériste, il a été arrêté. C'est incroyable. Ousdir, qui n'a jamais été des nôtres, on a considéré cependant que c'était un berbériste, il a été arrêté. Et Ahmed, on s'est posé la question, est-ce qu'en réalité ce n'est pas lui qui est la source de tout cela? C'est sans doute lui qui en a les capacités. Il se posait la question. Qu'ils ont résolu par la suite autrement. Puis, ici en France, surtout après l'arrestation de Benayoun Ali, ils se sont dit, bon, on a décapité le mouvement, on peut rentrer en action. J'ai senti à travers divers signes que la bagarre était déclenchée, et nous avons pris nos dispositions. Sur le plan des idées, il y a eu une réunion qui s'est tenue de la Fédération de France, au pied levé. Au cours des débats, j'avais très vite rédigé une motion, je ne me souviens pas des termes. À l'époque, on ne pensait jamais à des choses de ce genre. On faisait des choses rapidement sans penser à ce qui pourrait en advenir par la suite, si on pouvait les invoquer. Et on est passé au vote. 28 membres de la direction de la Fédération de France ont pris position pour l'Algérie algérienne sur 32. C'est vous dire que les idées étaient au niveau des responsables assez avancées chez nous. Et puis c'était la bagarre. La bagarre a été sérieuse. Nous, ce qu'on pouvait faire, nous avions des endroits où nous étions solidement établis. Ensuite, surtout, retranchés dans ces endroits-là. Le reste ne nous intéressait pas, nous n'avions pas d'argent. J'avais gardé le journal un temps, on l'a publié pendant, je ne sais pas, 4 fois, 5 fois, 10 fois, je ne me souviens plus. Le principal rédacteur, c'était moi. Le bureau qui était, je crois, à la rue Maison, au 20e arrondissement, je ne me souviens plus si c'était la rue Maison, c'était au 20e arrondissement, il voulait prendre qu'il le prenne, on ne pouvait pas payer
le loyer. Mais pour le reste, on avait pris des positions dans certains arrondissements et c'était des positions qui sont inexpugnables. On a dit bien des choses. Il y a Rajef, qui était un de nos adversaires. Alors on a dit que c'était le capitaine Saïdi, le docteur Mostafa et puis Rajef, qui étaient les seuls à mener le combat contre nous. Toute la direction dans leurs éléments était venue ici en France. Tous. Le capitaine Saïdi, c'était un pauvre type. Vraiment un pauvre type. Il était gagné à nos idées d'ailleurs. Puis ils l'ont retourné parce qu'on lui a promis je ne sais quoi. Je lui ai dit d'ailleurs. Chouquet, il est aérien. Non pas qu'il ne soit pas courageux, mais il est aérien. Le seul adversaire que j'ai trouvé vraiment sérieux en face de moi, c'était Khadar. Et c'était un bagarreur. Khadar était un bagarreur. Il mérite le respect. Je pense pour l'époque qu'il était nerveux, mais il est resté nerveux, ce qui fait que tactiquement, je me souviens, on s'était retrouvés dans des réunions avec des gens qui nous écoutaient. Il tenait un langage qui soulevait la contestation parce qu'il voulait recourir à la brutalité. Il tenait des termes qui étaient extrêmes, tandis que personnellement, je tenais des termes qui étaient plutôt conciliants. Ferme dans les idées, mais disons la bagarre, pourquoi la bagarre? Défendez vos idées, nous défendons les nôtres, et puis on verra qui c'est qui aura raison. Une bagarre fraternelle, ça ne conduit nulle part. Vous voulez la guerre. Et je me retrouvais, voilà, il veut la guerre. Et il se faisait huer. Mais enfin, c'était un homme qui était courageux. Alors, on a souvent dit que Ahmed est du nombre que c'est nous qui avons pris l'initiative de l'insurrection contre la direction du parti. C'est absolument faux. C'est un fait, nous avons répandu ces idées. N'est-ce pas notre droit de les répandre? N'est-ce pas notre droit de nous poser la question sur la réalité de l'Algérie? Qu'est-ce qu'elle est l'Algérie? Est-ce que ce n'est pas notre droit de poser le problème de la culture, de l'identité de la culture en Algérie? Est-ce que ce n'est pas notre droit de poser le problème des langues en Algérie? Et puis, on parlait d'indépendance. Et après l'indépendance, puisqu'on nous parlait d'Algérie arabe, etc., mais on se limitait à cela. Visiblement, l'absolutisme arabo-islamisme était prévisible. On voulait savoir, après l'indépendance, qu'est-ce qu'il fallait. Et les mots d'ordre que j'avais lancés ici, que j'avais concrétisés, c'était une Algérie démocratique et sociale. Des termes que j'ai constamment repris du reste par la suite, ça n'a pas changé de ce côté-là. Ça n'a pas changé. Voilà. On a dit que c'est nous qui avons pris l'initiative, c'est eux qui ont pris l'initiative de cette lutte, ce n'est pas nous. Nous, on n'a fait que se défendre, mais on s'est bien défendu. On a raconté, et certains historiens, notamment Harbi, a rapporté les termes que lui a dit certainement Rajef, qu'il y avait une réunion qui s'est tenue au 18e arrondissement et qu'il l'a perturbé, qu'il a chassé tout le monde au 18e arrondissement. C'est absolument faux. Il y a effectivement un café au 18e arrondissement qui est tenu par un ami. On s'y retrouve de temps à autre pour y déjeuner, individuellement, mais pas en groupe. On s'y retrouve, c'est un endroit très sympathique. Mais une réunion du comité de direction, jamais il ne s'est tenu chez lui. Il n'a jamais été question de faire une réunion, d'appeler les gens, des sympathisants ou des militants pour faire une réunion chez lui. Il a dit qu'il y a eu cette réunion et qu'il est parti pour disperser tout ce monde. C'est absolument faux. Simplement, ils sont partis effectivement en force, et nous, à l'époque, on s'était entendus parce qu'on savait qu'ils pouvaient faire des coups, parce qu'ils les ont fait, on s'est toujours défendus, et on pouvait appeler nos amis, immédiatement ils devaient venir du 15e, du 13e, du 3e, d'un petit peu partout, de Saint-Denis, là où on avait les forces, elles pouvaient venir, ceux qui ne travaillaient pas pouvaient venir immédiatement, et c'est ce qui s'est produit. À la tête du groupe, il y avait Serge Jouvien, un militant remarquable qui ne mérite pas d'être oublié également. Eh bien, en un rien de temps, c'était la fuite. Et Rajef avait fui tout comme les autres. J'ai dit dans mes notes autobiographiques, si ce n'était pas ses longues jambes, parce qu'il est assez grand, qu'il avait sauvé, eh bien ce jour-là, il aurait certainement perdu la vie.
parce que les choses ont été assez loin, ils étaient venus en force, ils étaient violents, et il y avait une réaction qui est violente. Les Algériens, vous les connaissez. À partir d'un certain moment, ils sont incontrôlables. Ils pouvaient perdre sa vie ce jour-là. Qu'est-ce qui l'a sauvé? Ce sont ces longues jambes qui l'ont sauvé. Je dis du mal de lui. Si vous me posez des questions, je peux apporter quand même quelques précisions, parce que de ce point de vue, il n'est pas des nôtres, mais c'est un militant de l'indépendance algérienne, incontestablement. Enfin, il y a eu des actions de ce genre. La direction Kabylie a été décapitée, alors qu'en France, on était solidement établi, enfin jusqu'à un certain point quand même. On n'avait pas gagné les masses avec nous. Mais enfin, les militants, bon nombre d'entre eux, de responsables, on les avait gagnés. En Kabylie, on a arrêté. Excusez-moi, il y a un chauffage derrière, je crois qu'il faut le... Ça fait un petit peu italien. Qu'est-ce que je viens de dire là? Je fais comme quoi c'était un militant. Oui, si vous me posez des questions, c'est un militant de l'Algérie arabe, un militant pour l'indépendance incontestablement, intègre jusqu'à un certain point, mais enfin passons. Bon, les choses ont duré comme cela pendant un certain temps. J'ai dit oui. Je disais qu'en Algérie, notre mouvement a été décapité. Les militants ont été dispersés. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Il y avait Siwali qui était un meneur d'hommes, s'il était vivant, enfin s'il était dehors, certainement il aurait entraîné la Kabylie et une partie de l'Algérois derrière lui. Ils l'ont arrêté dans des conditions, on aimerait bien savoir dans quelles conditions. Il ne pouvait pas intervenir. Ammar, quelques temps après, il a été également arrêté. Ce sont les deux personnalités centrales de notre courant là-bas. Les autres, il y a des militants de qualité incontestablement. Il y avait des sympathisants, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose face à la direction. Je dois vous dire que la volonté de la direction était une volonté extrême. On a écrit par la suite dans certains ouvrages historiques qu'ils n'ont pas été si extrêmes que cela. Ils ont nuancé, adouci leur position. Mais ce sont des gens qui étaient pour la mort des gens qui étaient contre l'Algérie arabe. Ils voulaient notre disparition. Certains étaient de bonne foi, même peut-être la plupart étaient de bonne foi. Ils se sont dit, l'Algérie est arabe, elle restera arabe, et ceux qui agissent pour qu'elle ne le soit pas, nous les éliminerons autant que nous le pouvons. Il y avait effectivement la France à l'époque, ça leur était difficile d'aller plus loin, mais enfin, comment ça, ils ont tiré sur Farhat Ali. Ils ont battu quelques éléments intellectuels, ils ont battu quelques éléments. En Algérie, ils étaient assez désorganisés. On ne peut pas dire qu'il y a eu malheureusement une résistance très sérieuse. Ils ont choisi leur moment pour passer à l'offensive. En Algérie et en France, en Algérie, on a tenu, on les a mis en échec. Et en Algérie, ça n'a pas été ça. Et bon, on a travaillé, moi je m'orientais petit à petit dans la voie de la création d'un parti. Je me posais des questions, j'étais jeune. J'étais recherché. Je me disais, si mes amis sont arrêtés, ça va m'arriver, moi, ils vont me donner, malgré toutes les précautions que je prenais. Et effectivement, j'ai été arrêté. Bon, il n'était plus question de parti. J'ai été condamné à un an de prison, interdit dans les grandes villes d'Algérie et de France. Je suis venu en France pour faire mes études de droit à Dijon. C'est là que j'ai fait l'essentiel de mes études de droit, tout en reprenant la vie politique. Mais enfin, il y avait une sorte de dispersion de notre organisation. Mais au niveau des idées, les choses ont continué. Il y a eu l'insurrection ici à Paris. En premier lieu, ce sont des éléments de notre mouvance qui se sont trouvés à la tête de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, lorsque l'insurrection a été déclenchée. Ce sont nos militants qui étaient à la tête de la lutte. Ils se sont heurtés à des messalistes qui ont cherché à les tuer. Où c'est qu'il est celui-là? Il est là-bas, celui-là. Il est là-bas. C'est Mahdan Quran, il est de ta région, je crois. C'est Mahdan Quran. Il est de ta région. Eh bien, on a essayé de le tuer je ne sais combien de fois. Il tenait un temps un café à Levallois. Combien de fois les messalistes sont passés pour le tuer? Les réactions sont venues uniquement des nôtres. Évidemment, les choses se savaient.
mes amis avaient pris la précaution de se mettre en rapport avec la résistance en Algérie, ce qui fait qu'ils étaient couverts. Les choses se sont développées, une partie des militants et des sympathisants ont rejoint l'Algérie. Ils ont été recherchés l'un après l'autre et ils les ont tués. Bon, il y a certains qui sont morts quand même dans des combats, mais bon nombre d'entre eux ont été tués par les nôtres. Comme je le disais, ils n'ont pas eu la gloire de tomber sous les balles de l'ennemi, mais sous les balles de militants du Front Uni de l'ALN et du FLN. Je reviens à chose en Algérie, à Siwalia. Siwalia, ils l'ont tué. Ils l'ont tué à Jma' Sarij. Ils l'ont tué, ils l'ont laissé. Pour ses idées, ce n'est pas pour autre chose. Ils ont donné l'ordre de ne pas l'enterrer. Il était bouffi. Enfin, un homme qu'on laisse comme ça sent mauvais. Ce n'est que après quelques temps, quelques journées, qu'on a accepté qu'on l'enterre. En ce qui concerne Ammar Ould Hamouda, il s'apprêtait à monter au maquis. Il s'apprêtait à monter au maquis avec Itman Gilef Mbarak. Voilà. J'ai cette chance aujourd'hui, je n'oublie pas tous les noms. Je me souviens, ça c'est mon frère Abdelnour qui m'en a parlé, il avait des rapports très vite avec Krim Belkacem. Krim Belkacem lui a dit est-ce que tu vois Ammar, qui était son supérieur en temps? Est-ce que tu vois Magnès? Oui, je le vois. Mais qu'est-ce qu'il devait? Mais s'il va monter aujourd'hui avec Mbarak Hamouda au maquis, il va aller à Al-Hammam. Inès, va vite, cours, ils vont le tuer. Inès n'attend pas, cours, Aknam. Effectivement, il est parti, mon frère a couru pour essayer de le retrouver, il était déjà parti et ils l'ont tué. Tous ceux dont on doutait qu'ils partageaient plus ou moins nos convictions ont été tués. Ceux qui sont partis d'ici, c'est exactement la même chose. Il est recherché les uns après les autres. Et par la suite, il suffisait d'être instruit parce que lorsqu'on est instruit, on pouvait évoluer vers nos positions. Puis la guerre était difficile, l'aide de l'extérieur ne venait pas. On disait que les pays arabes allaient nous aider très sérieusement. Elle ne venait pas, ce qui fait qu'un mécontentement se développait au sein des gens de l'ALN et du FLN. Eh bien, on estimait que ces discussions ne devaient pas avoir lieu. Que les gens qui sont instruits, des gens qui sont expérimentés, c'est des gens qui sont dangereux. Vous savez, tout ce qui s'est produit en Algérie, en Kabylie notamment, et même dans la 4e wilaya, les éléments qui sont instruits ont énormément souffert. Alors, voilà, en ce qui me concerne, j'ai repris par la suite la lutte, et je pense qu'on en débattra. Mais tu as parlé dans l'exposé que tu as fait. Je vais faire un petit compliment. Je vais quand même apporter cette petite précision. Dans la présentation que tu m'as faite, tu as parlé de... comment il s'appelle? Tu as parlé de celui qui a réorganisé le FLN, l'ALN et le FLN, Abban Ramadan. Tu as parlé d'Abban Ramadan. Tu as dit des choses en ce qui concerne Abban Ramadan, des choses qui méritent d'être nuancées. D'après ce que je sais, Abban Ramadan a fait ses études à Blida. Une fois qu'il a fait ses études à Blida, qu'il a eu son bac à Blida, il est parti au château du Rumel, dans l'Est. Qu'est-ce que vous avez dit? Château d'Inde du Rumel. C'est ça. Château d'Inde du Rumel. Oui. Puis il a été contacté par des gens de la tendance religieuse, plutôt oulémiste. Il est rentré au sein du PPA. Il a pris des responsabilités à Sétif. Il a pris des responsabilités importantes à Naba. Il a pris des responsabilités importantes à Oran. On a dit qu'il faisait partie de l'OS, il ne faisait pas partie de l'OS, mais en tant que responsable, c'était lui qui désignait les gens qui pouvaient être de l'OS un petit peu partout en Algérie, en Kabylie, c'est exactement comme ça que ça se faisait. Il a été arrêté, précisément à cause de ça, il a été condamné à 5 ans.
Est-ce que jeune, il a vécu en Kabylie? Je ne sais pas. Ce que je sais personnellement, c'est que je connais la plupart des responsables de Kabylie, en tous les cas de la Grande Kabylie, parce que la petite Kabylie, on ne voulait pas qu'elle soit unie à la Grande Kabylie, indépendait pas de la Grande Kabylie. Je les connais pratiquement tous, je ne l'ai jamais rencontré. Ça peut expliquer le fait que ces idées lui soient étrangères. Mais enfin, des gens l'ont vu, il aurait pris position contre l'Algérie algérienne, il était pour l'Algérie arabe, et Ben Ghadda l'a affirmé avec autorité, il était partisan de cela. Ce qu'il y a de sûr également, c'est que les éléments qui organisaient la lutte ici en France tout à fait au départ, ce sont surtout des éléments qui appartenaient à notre tendance. Mais qui n'agissaient pas au nom de notre... Ils avaient adhéré au FLN, ils se sont dit, bon, pour l'instant on lutte contre le colonialisme français pour l'indépendance de l'Algérie, on reprendra par la suite nos idées. J'étais peut-être le seul à dire, moi je ne peux pas, je suis prêt à lutter, j'ai lutté effectivement avec tout le monde, tout en gardant mes idées, tout en les gardant mes idées, et ça m'a exposé combien de fois à des situations difficiles. Mais eux, ils se sont dit, bon, nous luttons actuellement l'indépendance. Nous, il a lutté difficile, on va lutter pour l'indépendance et on reste là. Des ordres ont été donnés pour les éliminer, qui n'ont pas été appliqués. Il y a eu la réunion de la Soumam, le congrès de la Soumam. Au congrès de la Soumam, le problème a été évoqué. Et une instruction a été donnée aux responsables de la Fédération de France pour éliminer, vous voulez que je vous dise les mots qui ont été employés? Ben oui. Bon, ben, je vais vous dire, ils sont là. La lettre est là. Voilà. Alors, aux responsables de la Fédération de France du FLN de France, les principaux responsables de l'Oranie, algérois et constantinois, réunis quelque part en Algérie, après avoir pris connaissance de votre rapport général non daté, vous renouvellent leur confiance et vous assurent d'un appui total dans votre travail de clarification, de conciliation du FLN en France et de liquidation des berbéristes, des messalistes et autres contre-révolutionnaires. Il n'est pas question de communistes et autres contre-révolutionnaires qui continuent leur travail de sape et de division au sein de l'immigration algérienne. Alors, signé dans cette lettre, Karim Belkacem, Abban Ramadan, ou Amran, Zerot Youssef, Ben Tobal Sichrif. La signature de Sichrif étant en arabe, les autres étant en français. Au congrès de la Source. Au congrès de la Source. Ben, vous l'avez fait. Bon, maintenant, que dire de Abban Ramadan? Abban Ramadan est, à mon avis, une personnalité considérable. Une personnalité considérable dans le mouvement de libération contre le colonialisme français. Avant lui, avant qu'il ne prenne les rênes de la direction du mouvement, on pouvait penser, dans les diverses directions un petit peu partout, on pouvait penser à quelque chose qui ressemblerait, ce n'est pas tout à fait ça, qui ressemblerait à des Jacques. Lui, il a compris que ça ne pouvait pas durer, que c'était dangereux, que l'issue pouvait être mauvaise, qu'elle pouvait être un échec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi sur la question et il a réorganisé le mouvement. Il l'a structuré. Il a donné des orientations. Pas seul, bien sûr, parce qu'il était entouré. Je ne rentre pas des précisions, mais j'en connais. Mais je ne crois pas que ce soit utile. En tous les cas, il a assumé tout cela. Dans la lutte contre le colonialisme français, je peux considérer qu'Abban est la personnalité fondamentale, la principale personnalité qui a joué un rôle d'organisation, de construction et qui a inspiré la lutte. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre de sa valeur à ses côtés. Il se trouve malheureusement, qu'en luttant pour l'indépendance de l'Algérie, en organisant la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, il est en même temps lutté pour l'Algérie arabe, pour la culture arabo-islamique,
Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il pouvait se contenter de cela. Mais il a été jusqu'à donner des ordres, et des ordres venant de sa part, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de grave, d'éliminer, comme je viens de vous dire, les berbéristes, en même temps que des contre-révolutionnaires et des messalistes. Je dis encore une fois que c'est une personnalité considérable, mais il y a cette ombre qui le poursuivra constamment et qui fera qu'il sera diminué dans l'histoire. J'ajouterai autre chose. Nous vivons nous-mêmes actuellement une période très particulière, une période de renaissance de l'Algérie algérienne, où il y a une absence de maturité. Nous pouvons en discuter et j'aimerais qu'on en discute, où il y a une sorte d'anarchie, où il y a un peu d'infantilisme. J'aurais aimé que parmi nous se lèvent des gens de la qualité, de la trempe de Abban Ramvan, et qui travaillent cette fois pour l'Algérie authentique, pour l'Afrique du Nord authentique. Je m'arrêterai là.